Allez, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire UbiGreen. Décret Bax, passez à la GTB Light et réduisez vos consommations énergétiques dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme intervenant Fabrice Doriet, qui est président de Save Concept, et Christine Julien, qui est consultante énergie chez UbiGreen. Bonjour Fabrice, bonjour Christine. Bonjour Charlotte. Bonjour Bonjour à Christine. tous. Au programme de ce webinaire, nous allons commencer par un décryptage du décret Bax. Puis nous verrons la solution GTB Light pour une mise en conformité simple et rapide avec l'accompagnement qui est proposé. Nous verrons ensuite des cas d'usage concrets, puis nous terminerons par une démo de la solution UbiGreen Energy. Et en toute fin de webinaire, nous consacrerons quelques minutes pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et nous les traiterons en fin de webinaire. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue Christine pour le décryptage du décret Bax, je vous propose un petit sondage pour savoir où vous en êtes justement sur ce sujet-là. Si vous avez déjà mis en place une GTB. Alors, hop, le sondage va s'afficher. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Donc, oui, une GTB est déjà en place. GTB partiellement en place, mais des ajustements sont prévus. Pas encore, mais un projet est en cours. Non, nous n'avons pas encore prévu de mettre en place une GTB. Donc, je laisse quelques minutes pour répondre. Comme ça nous permet d'ajuster aussi nos discours pour répondre au plus près de vos besoins. Alors, je vais laisser encore, je vois qu'il y a encore des personnes qui répondent. Alors, hop, je vais vous partager les résultats. Donc 25% ont répondu oui, une GTB est en place et conforme aux exigences. 31% GTB partiellement en place, des ajustements sont prévus. 25% pas encore, mais un projet est en cours. Et non, nous n'avons pas encore prévu de mettre en place de GTB, 19%. Donc comme ça nous permet voilà, de savoir un peu où vous vous situez par rapport au décret Bax. Donc je laisse la parole à ma collègue Christine. Alors, donc on échange aujourd'hui dans un contexte où en fait le décret Bax est publié au journal officiel depuis juillet 2020 et où les Bax existent en fait depuis bien longtemps. Mais l'état des choses, c'est donc le contexte dans lequel on évolue, c'est que le bâtiment est le premier consommateur d'énergie avec 43% des énergies consommées, dont 60% concernent les consommations du CVC, climatisation, ventilation et chauffage. Le constat, c'est que seulement 15% des bâtiments tertiaires sont déjà équipés en Bax à date de 2024, soit environ 187 000 sites. Que la réduction des consommations énergétiques grâce à une GTB est avérée de moins 15 à moins 30%, avec un temps de retour sur investissement moyen de 2 ans. De fait, donc le décret Bax vient s'imposer sur l'ensemble des bâtiments tertiaires qui ont des systèmes de CVC, d'éclairage et de sautes sanitaires d'une puissance nominale supérieure à 70 kW, qui vont donc devoir s'équiper d'un système d'automatisation et de contrôle. Pour les existants, au 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW et au 1er janvier 2027 pour les systèmes de plus de 70 kW. Il est aujourd'hui temps d'agir parce qu'en l'état des choses et à ce rythme, seulement 18% seront finalement équipés en 2027. Donc la filière demande à ce qu'il y ait une forte accélération sur le sujet parce qu'on est très loin des obligations réglementaires et des enjeux environnementaux. Tu peux passer, Charlotte. On a une étude du GIMELEC qui nous indique que le taux d'équipement est différent, évidemment, en fonction de la taille des sites. C'est-à-dire qu'on peut voir que 28 000 Bax sont répartis sur les 187 000 sites tertiaires équipés à date de 2024 et que, en fait, 80% des sites supérieurs à 20 000 m² le sont. Pour les petits sites, seulement 7%. L'enseignement, les commerces et les bureaux représentent aujourd'hui 2 tiers des Bax
Donc, le potentiel d'équipement aujourd'hui reste conséquent sur les petites et moyennes surfaces. Donc, la recommandation sur l'accélération et les recommandations prioritaires est dans un premier temps déjà de s'assurer que les bacs en place fonctionnent correctement, ce qui est avéré n'est pas le cas pour à peu près la moitié des systèmes. Donc, d'accélérer l'équipement des surfaces de 5 000 à 20 000, de démarrer l'équipement des surfaces moyennes avec des bacs adéquats et donc de lancer des solutions qui sont plus adaptées aux petites surfaces. Donc, le décret BACS vient compléter le dispositif réglementaire en prolongation du décret éco-énergie tertiaire qui était lui-même entré en vigueur en 2019 et décline ensemble la trajectoire de neutralité carbone visée pour 2050 qui a été impulsée par la loi Elan. Le décret tertiaire imposant une obligation de résultat, le décret BACS, c'est lui une obligation de moyens visant à rendre possible ces objectifs fixés par le décret tertiaire. Donc, pour rappel, les objectifs du décret tertiaire, c'est la réduction progressive des consommations énergétiques de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc, obligeant les assujettis, qui sont les bâtiments tertiaires de surface de plancher supérieure à 1000 m², à mettre en place un suivi énergétique et des actions d'optimisation. L'Union européenne poussant à des réglementations plus strictes sur la performance énergétique pourrait amener à un élargissement encore du champ d'application. BACS est l'acronyme anglais de Building Automation and Control Systems. En français, le décret BACS s'intitule « Décret relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ». L'objectif du décret BACS est donc d'équiper tous les bâtiments tertiaires non résidentiels, soit neufs et existants, d'un système d'automatisation et de contrôle des installations techniques. Ça doit ainsi permettre de monitorer et d'améliorer les dépenses énergétiques sur le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et l'eau chaude sanitaire, comme je l'ai déjà dit, en assurant la régulation des équipements aux justes besoins de fonctionnement et d'exploitation, et en identifiant rapidement les anomalies pour limiter les gaspillages inutiles. Donc, c'est un réel pilier de performance pour atteindre les objectifs de sobriété énergétique. Alors, à noter que le texte de loi rédigé pour le décret BACS n'oblige pas à se doter d'un système centralisé ou accessible à distance, mais que ce type de système permet une meilleure performance des fonctionnalités et du pilotage, surtout dans le cadre de nombreux bâtiments pouvant être gérés globalement, comme par exemple un réseau d'agences. UbiGreen accompagne les enjeux RSE depuis 2012 et les obligations de suivi et de déclaration du décret tertiaire pour ses clients publics et privés au patrimoine important, parfois internationaux, souvent diffus et disparates dans leurs activités, configuration et équipement, au travers de son offre SME pour le suivi global et centralisé des énergies. Donc, UbiGreen permet également de répondre désormais au décret BACS avec le Smart Control, qui est une solution GTB Lite qui complète notre dispositif de solutions, matériel et logiciel, permettant de piloter toutes les installations globalement et à distance et de remonter l'ensemble des données énergétiques vers le système global du SME. Donc GTB étant l'acronyme français de la gestion technique du bâtiment, et on reviendra un petit peu plus tard sur la terminologie de GTB Lite. Tu peux passer, Charlotte? Oui. Slide d'après. Voilà, donc une GTB Lite, en fait, permet de piloter les équipements et d'optimiser les consommations énergétiques sans la complexité ni les coûts d'une GTB classique. La solution est mono ou multisite, elle est modulable, elle s'adapte à tout type de bâtiment et de parc, et elle saura évoluer en fonction des besoins et des contraintes. Elle est facile à déployer et elle se situe donc à 3 niveaux. On a la couche terrain, la supervision et l'énergie management. Je vais donner la parole à Fabrice qui va pouvoir vous en parler plus précisément. Bonjour à tous. Effectivement, l'intérêt de notre solution avec UbiGreen est de proposer une solution finalement tout à fait globale grâce à nos multi-compétences internes, c'est-à-dire que l'on sait avec UbiGreen répondre à des développements automation, des développements web supervision et ainsi les développements côté hypervision. L'objectif est vraiment de proposer donc une solution globale du capteur
jusqu'à l'hypervision. Donc, notre intérêt est de proposer une solution qui permet de mesurer, comprendre comment le bâtiment consomme, comment les bâtiments consomment, les benchmarker, pourquoi pas, et comprendre pour ensuite amener l'automatisme, agir sur site pour réaliser l'économie d'énergie, donc le retour sur l'investissement et du coup répondre aux différents, effectivement, aux différents décrets. C'est un cercle vertueux, en fait, qui nous permet, une fois que l'on a agi, qu'on a amené les pilotages, de mesurer et de comprendre les économies réalisées et ensuite, pourquoi pas, établir de nouveaux automatismes ou paramétrer de manière un peu plus précise les automatismes existants. L'objectif également, on le sait tous, les bâtiments sont de plus en plus nombreux et les entreprises utilisatrices ont des équipes techniques de moins en moins étoffées. Donc, il fallait un outil qui soit très simple à l'utilisation, très agile pour l'utilisateur et l'expérience utilisateur, mais aussi très agile sur le terrain. C'est-à-dire que l'objectif est d'avoir un système qui va permettre de pouvoir s'adapter à n'importe quel site et pour autant avoir une supervision, une hypervision la plus standardisée possible pour une meilleure compréhension. L'autre objectif également, c'était de proposer un système qui soit le plus facile à l'installation, où il y a le moins besoin de compétences techniques pour l'installateur. Donc, on oublie effectivement le côté fastidieux d'intégration. C'est effectivement des métiers qui existaient dans les années 2000, les intégrateurs qui développaient sur site un projet qui correspondait uniquement à ce site-là. Voilà, l'objectif est d'avoir du clé en main et de faciliter la tâche d'installation et d'utilisation pour tout le monde. Et donc également pour le maintenir et le télémaintenir. Merci. Donc effectivement, on oppose souvent les GTB des années 1990-2000 et on va dire les GTB Lite, c'est un peu les nouvelles GTB qui ressemblent au concept Smart Building. Donc les GTB Lite, les GTB traditionnels des années 90, et c'est aussi pour ça que, comme l'expliquait Christine, beaucoup de très gros sites sont équipés des GTB et moins les plus petits sites. C'est parce que les GTB historiques étaient faits justement pour des très gros sites avec d'énormes capacités d'entrée et de sortie, donc de pilotage, de remontée d'informations, etc., d'une grande complexité, que ce soit dans la partie automatisme ou la partie supervision. Et on s'est aperçu avec le temps, avec le retour d'expérience, que effectivement les frameworks de ces GTB-là et l'utilisation dans le temps devient soit très fastidieux, soit carrément impossible parce que l'intégrateur de l'époque a disparu et ces GTB-là sont très souvent propriétaires et peu agiles parce que juste développés sur le site en particulier avec les besoins du jour J, du coup. L'objectif des GTB Lite et de ce que l'on propose avec UbiGreen, c'est quelque chose de beaucoup plus souple, agile, réactif et qui va permettre cette souplesse d'adaptation, que ce soit en termes d'automatisme, de remontée d'informations, de mise en lumière des datas et du benchmark des datas on va dire GTB Lite, je préfère le côté Smart Building, avec toutes sortes d'autres data. On peut parler du bulletin météo, on peut parler des factures Enedis, etc. Donc, l'objectif est de proposer quelque chose de global, clé en main, facile à installer, facile à utiliser et surtout agile. C'est-à-dire que par retour d'expérience, on n'a jamais installé un système sur un site qui n'a pas évolué par la suite. L'objectif, vous avez compris le cercle vertueux de tout à l'heure, c'est de faire évoluer le système en fonction du besoin et des technologies qui évoluent dans le temps également.
Donc effectivement, le système que l'on propose avec UB Green est présenté sous forme de strates. On a la couche terrain, donc le matériel qui est installé sur les différents sites. Ce matériel-là va permettre deux choses. La première, de récupérer un certain nombre d'informations de manière plus ou moins intelligente. Ça peut être de simples compteurs impulsion jusqu'à une communication avec des systèmes techniques existants déjà sur le site, des CTA, des systèmes VRV, donc embêtant direct, des ventiloconvecteurs, toutes sortes de systèmes techniques qui permettent la communication. Et à la fois, les Savebox vont permettre de piloter à distance, en local, pardon. Donc, tout ce qui est pilotage d'éclairage, donc intérieur, extérieur, donc des pilotages qui peuvent être très simples via des contacteurs, ou de manière, encore une fois, plus intelligente, comme les dialogues avec les unités de clim, où là, on va pouvoir avoir la main en live sur la consigne des températures de chaque unité intérieure que compose le site ou le ventiloconvecteur, des remontées de défauts constructeurs, pouvoir permettre du zoning en termes de température, de confort, de limite, de réduit, de changeover, etc. Donc, on va se permettre d'avoir des fonctionnements très simples, mais également très complexes pour permettre, encore une fois, une utilisation la plus fluide et la plus précise possible. Voilà. La complexité, on en fait notre affaire pour vous rendre finalement la vie la plus simple possible. Voilà. Et cela est possible grâce justement aux différents matériels que l'on met en place, à la supervision qui est au-dessus. Donc la supervision va permettre de rapatrier les datas du terrain, mais également de pouvoir piloter à distance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réaliser la modification d'une température de consigne d'un bureau de 5 mètres carrés jusqu'à modifier une plage horaire éclairage extérieur de 500, 600 sites en un seul clic. Voilà. Donc l'objectif aussi de la supervision, c'est d'avoir une télémaintenance la plus accrue possible, la plus performante possible pour justement les équipes de nos clients qui sont finalement de plus en plus peu nombreux, mais qui ont toujours autant de sites à piloter. Donc voilà, c'est un bon exemple, le pilotage multisite des enseignes. Lorsque le décret enseigne est sorti, par exemple, au lieu de se faire déplacer le mainteneur sur site pour changer la petite horloge, ou si le client est équipé de GTB classique, de modifier la même plage horaire sur 500 automates, notre solution globale permet de télécharger ce même jour férié en un seul clic et en 5 minutes. C'est la supervision. Et au-dessus de ça, il y a donc UB Green, l'energy management, l'hypervision, qui va permettre de récupérer les datas de la supervision, de les mettre en forme et de les benchmarker avec d'autres sources de data. Donc, je parlais des factures d'électricité, de la météo et bien d'autres. Christine vous présentera toutes les possibilités tout à l'heure. Oui. Donc, on va s'intéresser aux différentes strates. Donc, la première, on a parlé du terrain, donc de la Savebox. À l'intérieur de cette Savebox, il y a un automate industriel qui va permettre de réaliser les différents automatismes, donc les différents pilotages et les différentes remontées d'informations, donc des sondes de température, des compteurs d'eau, des compteurs électriques, des sondes de CO2, hygrométrie, etc. Et il va permettre également le dialogue avec tous les systèmes techniques qui savent dialoguer. Donc, on peut parler à la fois d'unités de climatisation en direct ou des ventiloconvecteurs, des bornes de recharge, des blocs BAES communicants intelligents, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est le cerveau, la Savebox, c'est le cerveau du bâtiment, le chef d'orchestre du bâtiment, et donc toute l'intelligence est sur site. Donc, s'il y a une déconnexion réseau, quelle qu'elle soit,
l'automatisme fonctionne toujours en local. Nous utilisons du matériel très pérenne, endurci. Comme je disais, c'est du matériel industriel. Donc, il y a des sous-familles effectivement dans la GTB Lite. Il y en a qui viennent du monde de la domotique et qui essaient d'adapter le matériel issu pour le particulier sur du tertiaire avec les technologies qui vont avec. Nous, on est de l'autre famille qui utilise du matériel industriel et qui l'a adapté au domaine du tertiaire pour des raisons de cybersécurité, de pérennité de matériel, le jour J à l'installation, mais également dans le temps. Voilà, et ça nous permet également d'avoir des fonctionnalités, notamment dans l'échange live, beaucoup plus attractives, pérennes et fluides à l'utilisation. Au-dessus de ce matériel-là, on a parlé, il y a la supervision. Donc, la supervision, comme je le disais, elle récupère toutes les informations des différentes sandbox, donc de tous vos sites, et elle va permettre de pouvoir comprendre de manière très précise le comportement de vos sites, comment ils se comportent en termes de consommation, de température, en fonction des historiques de pilotage qui sont également historisés dans la supervision, et ça va permettre également de réaliser les différents pilotages. Alors, la supervision est vue plutôt comme un BOSS, Building Operating System, c'est-à-dire qu'on va mêler nos doubles compétences automation et supervision en un seul produit. C'est-à-dire, par exemple, que l'on sait proposer des plans, la mise à disposition de plans en intégrant des objets qui sont connectés et donc en lecture live. Par exemple, les unités intérieures directement en live, en lecture sur les plans. La supervision va permettre effectivement de gérer, de contrôler tous les automatismes et les paramétrages, les températures, les jours fériés, etc., de manière simplissime. La supervision va permettre également de remonter les datas sur l'hypervision Ubigreen qui sera présenté par la suite par Christine. Alors, pour que tout ce dialogue soit le plus fluide, le plus sécure possible, parce que la cybersécurité est souvent un peu mise de côté, oubliée par certains, c'est quelque chose de très important pour nos clients. Donc, il y a plusieurs manières de répondre aux exigences cybersécurité de nos clients. Tu peux passer, Charlotte. Voilà. Donc, on a la spécificité de savoir proposer, de s'adapter aux besoins du client. C'est-à-dire que nous avons des clients qui nous ont dit, nous, tout ce qui est matériel et supervision doit être en on-premise, full on-premise, pour des raisons de cybersécurité. Donc, on va savoir s'adapter à ce genre de demande, soit sur des architectures très complexes en PAD, via des load balancers, etc., soit de l'on-premise plus simple, mais de l'on-premise quand même hermétique à Internet, soit ce qui est le plus commun, des connexions sécurité VPN avec nos serveurs en mode SaaS. Et donc, nous mettons à disposition la supervision et l'hypervision de manière SaaS. Voilà. Et justement, c'est une question très importante. Donc, on va vous poser vous proposer un sondage si vous êtes, si vous avez évidemment l'information. Savez-vous quelle est votre politique réseau pour l'installation d'une GTB? Donc, on-premise, serveur local, SaaS basé donc sur Internet, ou je ne sais pas. Donc, je vais voilà les trois possibilités de réponse. Je vous laisse quelques instants pour répondre. On va pouvoir présenter les différentes possibilités de l'on-premise, du SaaS. Ça permettra d'éclaircir ces sujets pour
ceux qui ne savent pas encore, qui répondront à la troisième question. La Tout troisième à fait. réponse, pardon. Alors, je vais vous partager du coup les résultats. Donc, Ah, 35% ont répondu en on-premise, 10% en SaaS et 55% qui ne savent pas. Mais voilà. Donc, Alors, voilà. on a bien fait notre job. Les présentations des prochains slides seront intéressantes pour 55 personnes de nos auditeurs. Oui. Donc, effectivement, plusieurs possibilités. Alors, on a choisi les extrêmes pour vous montrer la souplesse et l'agilité que l'on a. Alors, il faut savoir que nous savons nous adapter aux différentes structures parce que nous avons les compétences en interne. Nous ne faisons pas appel à des entreprises externes pour développer quoi que ce soit, de la partie automation à la partie supervision et à la partie hypervision pour BigGrid. Donc là, on est sur une architecture qui est la plus évoluée, qui est la plus sécure, donc une infrastructure full on-premise en décomposant les différentes couches en présentation, application, data, PAD. Donc, pour faire fonctionner une supervision, on a besoin de quasiment 7 serveurs avec des load balancers, etc. Donc, on va très loin dans la cybersécurité et dans l'infrastructure informatique. À côté de ça, nous avons des clients, je peux passer Charlotte, nous avons des clients qui tiennent à l'on-premise parce que pour des raisons de cybersécurité historiques, mais qui ne sont pas autant exigeants en termes d'architecture réseau, où là, nous avons donc nos Savebox, donc nos matériels sur site, qui dialoguent via le réseau TCP/IP interne du client. Ce client-là nous met à disposition un serveur, donc soit un serveur virtuel, soit un serveur physique, soit ils n'en ont pas et ils nous demandent d'en fournir un. Mais tout est sur le serveur interne. Et donc, la communication se fait via ce serveur unique où il y a donc efficience, notre supervision, la base de données et l'API qui permet de communiquer les éléments à UbiGrid. Donc, full on-premise également. Et ensuite, la plus commune, on en a parlé, c'est se dépourvoir complètement du réseau interne du client parce que soit le service informatique du client est étranger et trop complexe à mettre en place de l'on-premise, soit parce que le client n'est pas assez structuré pour avoir un réseau informatique à lui, etc. Plein de raisons. Et certains, voilà, le 4G et ce qui se fait de plus. Donc, on a toujours nos matériels, mais là, qui communiquent avec un serveur de chez nous, mis à disposition pour le client. Et donc, tous les matériels, les Savebox, communiquent via 4G. Alors, pas simple 4G, évidemment. C'est notre côté cyber qui nous demande de sécuriser tout ça. Et donc, on monte un tunnel VPN par Savebox qui permet une communication intelligente, fluide et ultra sécurisée via nos serveurs. Voilà. Et donc, efficience, pareil, l'API UbiGrid et la base de données sont hébergés dans nos serveurs. L'intérêt, c'est que efficience et maintenant la supervision et donc UbiGrid est également accessible sur Internet, en tout point d'Internet. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, hop, Christine, tu veux présenter ce slide ou Vas-y, comme tu veux, c'est juste effectivement la synthèse. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, l'objectif, vous l'avez compris, c'est de proposer une solution qui va être sur mesure en fonction de votre propre besoin. L'intérêt pour les sites, les clients multisites, c'est d'avoir ce côté d'homogénéisation de vos sites en termes de fonctionnalité de remontée d'informations qui est essentiel pour le benchmark, mais aussi pour le téléchargement multisite et la simplicité d'utilisation dans le temps de vos différents systèmes techniques. Donc, une solution qui va s'adapter soit au multisite, soit au monosite grosse dimension,
Et tout ça en fonction du besoin. La simplicité d'installation, évidemment. Lorsque nous livrons du matériel, le matériel est pré-paramétré, pré-configuré, avec toutes les informations informatiques nécessaires, etc. L'installateur n'a plus qu'à le poser au mur, le mettre en alimentation si c'est du 4G et le brancher au réseau si c'est de l'on-premise, et ça va fonctionner. Ça va communiquer. L'intérêt également, encore une fois, c'est d'avoir une solution globale, maîtrisée avec un seul interlocuteur, de la partie capteur, automatisme, supervision, hypervision. Avoir une solution globale comme ça, finalement, c'est assez rare sur le marché puisqu'elle est souvent composée d'un intégrateur d'un côté, d'un développeur de logiciel de l'autre ou un éditeur de logiciel et un energy manager de l'autre. On multiplie les maillons de la chaîne finalement. Et évidemment, la clé de voûte de notre solution, c'est le retour sur investissement. Sans retour sur investissement, c'est beaucoup moins attractif. Alors, ça va dépendre des besoins. Beaucoup cherchent évidemment le retour sur investissement. D'autres cherchent plus la connectivité, la télémaintenance et la précision de la connaissance de leur site. Donc, on peut également s'éloigner de retour sur investissement pour avoir plus d'informations. C'est vraiment le curseur à bouger en fonction du besoin. Et on va pouvoir vous accompagner justement pour bouger ce curseur-là. Fonctionnalité plus simple pour avoir un maximum de retour sur investissement. Fonctionnalité plus complexe, un peu plus onéreuse, qui permet peut-être encore un peu plus d'économie d'énergie, mais avec un retour sur investissement un peu plus faible. C'est vous qui pourrez décider. Bon, et du coup, je reprends un petit peu ce que vient de dire Fabrice. Donc, l'idée entre donc, le rapprochement de nos deux expertises, c'est de vous proposer donc un interlocuteur unique pour l'ensemble de la chaîne qui va vous permettre de répondre à l'ensemble de vos enjeux réglementaires, décret BACS et décret tertiaire, donc avec cette synergie d'expertise gagnante pour viser des économies durables et une performance optimale. Voilà, donc UbiGreen reste votre interlocuteur unique pour assurer la mise en place au travers des visites, du schéma de plan d'implémentation, du déploiement de la GTB jusqu'à l'énergie management global de l'ensemble de vos sites et bâtiments, qu'ils soient finalement ou non soumis à l'installation en fait des GTB, puisqu'effectivement l'énergie management intervient sur la totalité des configurations. Donc, je vais laisser maintenant Fabrice en fait vous présenter des cas d'usage de clients existants. Effectivement, donc on a pris l'exemple de deux entreprises multi-sites qui ont beaucoup de sites où les intérêts se ressemblaient mais n'étaient pas forcément identiques. Donc, si on prend le groupe BPCE, historiquement, c'est avec la Caisse d'épargne que l'on travaille. Mais maintenant, avec toutes les régions Banque Populaire, Caisse d'épargne et les filiales, l'objectif de ce genre de client était effectivement avoir une solution multisite, centralisatrice d'informations et permettant le pilotage de manière multisite, mais avec un objectif premier, c'est le retour sur investissement. Donc, on a développé les automatismes en fonction de cet objectif-là, l'économie d'énergie, le retour sur investissement. Il se trouve que avec les fonctionnalités que l'on amène, effectivement, on répond au décret tertiaire avec le décret BACS. On a même développé des fonctionnalités permettant d'aider à la certification ISO 50001. On a été une brique parmi l'ISO 50001, notamment en termes de communication interne des économies d'énergie réalisées. Et donc voilà, ce besoin de centraliser et d'avoir une communication vraiment centrée multisite pour avoir des informations notamment
panne ou d'informations de benchmark de consommation, centraliser et avoir la possibilité en un coup d'œil de détecter les économies, où sont les économies à réaliser et de quelle manière. Et ensuite, avec ce même outil-là, c'est pas un autre outil, avec le même outil-là, on va pouvoir soit piloter, comme je disais, une consigne d'un bureau de 5 mètres carrés, soit de déployer de nouvelles consignes sur 500, 600 sites à la fois. L'évolution, ce client s'intéresse à ce sujet-là depuis maintenant beaucoup de temps, 2011-2012. Donc, le système a évolué, comme je vous l'expliquais, parce que le besoin a évolué, mais la technologie a évolué également. Donc, l'intérêt, c'était que justement le système soit assez souple pour amener cette adaptabilité-là. Donc, évidemment, donc, je vous en ai parlé, la supervision BOSS, donc l'intégration de plans, et y ajouter des pastilles de communication avec les unités intérieures. En un seul clic, vous allez pouvoir voir les informations de l'unité en question en live, donc la température lue par l'unité intérieure, la consigne qu'elle a actuellement, si elle est en chaud, si elle est en froid, etc. Mais aussi, ça peut être des défauts techniques ou des températures ou des blocs BAES, l'état des blocs BAES, etc. Donc, gestion multi-site avec un objectif de retour sur investissement. Ce client est full on-premise. À côté de ça, on a un Saint-Gobain qui a des sites beaucoup plus disparates, avec des systèmes techniques beaucoup plus disparates. Donc là, le challenge que l'on avait, c'est de s'adapter aux différents systèmes techniques, donc notamment de chauffage, climatisation, puisqu'ils ont beaucoup de rooftops différents ou de détente directe ou même de systèmes adiabatiques, etc. Donc ici, sur ce client-là, le challenge, c'était vraiment cette notion de smart building, de s'adapter sur chacun des sites sur l'équipement qui en est pourvu. Tout en ayant une supervision qui va mettre en forme de manière la plus transparente possible ces différentes données. Donc, lorsque vous allez vous connecter sur un site qui est pourvu d'aérothermes ou de détente directe, l'objectif d'efficient, donc de la supervision, c'est de vous permettre de ne pas être perdu sur les différentes communications, que ce soit le plus fluide possible et donc le plus similaire possible avec des systèmes qui sont pour autant complètement différents. Saint-Gobain avait également une notion de cybersécurité très avancée, donc on a fait l'objet de plusieurs audits externes au niveau cybersécurité, que ce soit sur la partie matérielle ou sur la partie supervision, pour être certain que la solution que l'on amène réponde aux exigences, croyez-moi, très avancées de Saint-Gobain. Voilà. Donc là aussi, l'objectif, évidemment, c'était de centraliser les informations, de pouvoir les piloter avec cette notion de piloter plusieurs sites, oui, mais qui sont équipés de systèmes complètement différents comparé à un groupe BPCE qui est équipé à 99% de détente directe, où là, effectivement, le matériel est souvent le même. Saint-Gobain, c'est un peu différent. Donc, on a dû amener cette adaptabilité. Et le développement de la solution agile et souple vient également de nos clients. Vous voyez, l'objectif, c'est à chaque fois de s'adapter, que ce soit le matériel sur place, l'automation, la partie framework, s'adapter également aux exigences de chacun, tout en ayant une supervision facile à utiliser et fonctionnelle et agile. Merci Fabrice. Nous allons maintenant passer à la démo de la solution UbiGreen Énergie. Je vais vous proposer un dernier sondage pour savoir justement où vous en êtes, si vous avez déjà une plateforme de management énergétique dans votre entreprise. Alors, je laisse quelques secondes pour répondre.
Comme ça permettra d'orienter aussi la démonstration de Christine. Alors, il y a encore des gens qui sont en train de répondre. Je vais attendre encore quelques secondes. Alors, 30% des participants donc, ont déjà une plateforme de management énergétique, 15% en cours de projet et 35% non, mais en réflexion, et 20% non, pas du tout. Donc, ça va permettre à Christine d'orienter un petit peu la démonstration. Alors, Christine, je vais te laisser partager du coup ton écran. Charlotte, bon, ça fait rien. Attends, je vais partager. Je voulais d'abord la slide précédente pour faire l'introduction de la démo, mais je peux l'afficher moi si tu veux. Ah oui, bah comme tu veux. Sinon, c'est comme tu veux. Normalement, tu devrais pouvoir. Je reprends la main 2 secondes. Ouais, ça m'évitera après de rebasculer avec la démo. Alors, je reprends la main. Simplement, justement, pour expliquer bon, à ceux qui n'ont pas encore ce genre de plateforme, donc le fonctionnement, le principe général donc, de ce genre de solution, donc de SME, donc dite SME, donc système de management énergétique ou environnemental. Donc l'objectif de cette plateforme est de centraliser l'ensemble de vos données énergétiques et environnementales sur une plateforme unique. Donc l'ensemble des sites, multi-sites, multi-fluides, tous les sujets énergétiques et environnementaux gérés de manière alors consolidée et homogénéisée, quelle que soit finalement la situation du site et des bâtiments. Puisque effectivement le management énergétique peut commencer et commence dans le cadre du décret tertiaire par les consommations globales et donc les compteurs généraux qu'on va aller interconnecter, on va s'interconnecter avec les fournisseurs et les distributeurs d'énergie pour récupérer directement les flux de data de consommation de nos clients. Donc, ce premier niveau d'analyse des consommations générales permet déjà d'adresser un certain nombre de besoins et d'usages en termes d'optimisation, de réduction des dépenses et de réponse aux enjeux réglementaires. Et puis ensuite, effectivement, on va aller pour aller préciser ces consommations, pour pouvoir les optimiser, il faut les connaître bien, il faut bien les identifier. Et donc, c'est là qu'on va commencer à aller sur la couche terrain, donc, et à aller remonter donc, du sous-comptage et des capteurs. Et donc, lorsque des GSTB sont installés ou donc vont être installés, donc les remonter ensuite directement vers la plateforme. L'ensemble de ces données sources donc, sont ensuite mises en regard des données d'activité. On va pouvoir effectivement déclarer sur chaque site et bâtiment quelles sont les configurations d'activité pour pouvoir identifier les anomalies de consommation en période hors activité. Hein. Donc, par exemple, ça va être la nuit ou ça va être le week-end hein, ou des vacances pour, par exemple, des établissements scolaires. On va pouvoir aussi implémenter tout un environnement de données techniques qui vont permettre en fait d'avoir un système d'information technique sur les bâtiments et les systèmes techniques en place qui vont venir permettre de manière centralisée encore, hein, qui vont permettre de venir éclairer les énergie managers à la lecture des analyses qui vont être faites. Et comme l'a évoqué Fabrice, on va effectivement implémenter les données météo au travers de diverses sources de stations DGU pour pouvoir proposer la correction des données. Donc, en fonction des besoins d'analyse, on attaque les données brutes ou les données corrigées. Et c'est extrêmement important quand on va vouloir comparer des consommations entre sites et surtout entre périodes. C'est-à-dire que comparer un site à Marseille et un site à Lille, ça n'a pas trop de sens. La météo est évidemment un facteur d'influence important.
Et pareil, comparer une consommation de cette année à l'année dernière et peut-être se réjouir du fait qu'elle ait baissé alors que la météo a été extrêmement favorable, ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, donc l'implémentation des données météo est extrêmement importante pour avoir la juste analyse et répondre aux justes besoins. Donc cette centralisation globale d'information dans ce système de management énergétique a pour vocation ensuite effectivement de mettre en forme des analyses, de mettre en forme également du contrôle, de mettre en place en fait tout un environnement d'alerte sur les consommations, qui peut déjà se faire au niveau de la supervision, mais qui là peut se faire aussi plus globalement sur l'ensemble des sites, même ceux qui ne seraient pas monitorés. Donc l'objectif après, c'est de communiquer au travers de la plateforme ou au travers de rapports qui vont être établis automatiquement depuis cet environnement d'analyse et évidemment réduire les dépenses et anticiper donc les budgets, les objectifs, etc. Que cette démarche s'inscrive dans le cadre du réglementaire ou dans le cadre d'une démarche plus globale et volontaire, donc de RSE, de CPE ou de démarche ISO 50001, comme l'évoquait Fabrice. Donc, on va rentrer maintenant. Effectivement, Charlotte, tu peux me donner la main, je la prends. Ça va faire une démonstration efficace parce que je vois qu'on a pris un peu de retard. Oui, alors très, très efficace. Voilà. Je vais absolument pas, je vais vous montrer la plateforme. Hop, afficher l'écran. Juste que je trouve le bon écran. C'est celui-ci. Est-ce que c'est bien celui-ci, Charlotte? Oui, est-ce qu'il apparaît? C'est parfait. C'est parfait? OK. Oui, parfait. Voilà, donc je vais aller très très vite. Donc juste expliquer les grands principes. Après, je me tiens à votre disposition pour des démos plus construites et plus détaillées. Donc le principe de la plateforme, donc UbiGreen Energy, donc c'est effectivement de centraliser, de structurer et de mettre en forme tout un contexte de suivi et de pilotage d'amélioration de l'ensemble donc de nos consommations sur l'ensemble des sites et de l'ensemble des fluides. Donc on va faire ça au travers de la mise en forme de différents tableaux de bord qui vont pouvoir prendre la forme qui conviendra à vos besoins, puisque cette plateforme est extrêmement paramétrable. Donc ce qu'on va voir ici en fait est une démo, mais peut être totalement adapté à vos besoins. Donc au travers de tableaux de bord dans lesquels on appelle des analyses graphiques, des indicateurs clés globaux, une plateforme donc d'interrogation dynamique sur un parc, sur un patrimoine. Voilà, donc j'ai choisi le mauvais exemple, voilà, mais pour vous montrer en fait que quand on navigue dans le patrimoine, effectivement, donc les tableaux de bord se mettent à jour. Donc après, évidemment, avec la notion de profil d'utilisateur, donc les différents utilisateurs sont affectés dans des profils et les différents profils ont plus ou moins accès donc à des fonctionnalités et à des tableaux de bord en fonction de leur métier. Et en fonction de leur périmètre, donc auront accès à un certain niveau des données sites. Donc des tableaux de bord. On a également donc des vues un peu spécifiques, comme par exemple le benchmark, qui va permettre de comparer au travers d'indicateurs clés des bâtiments entre eux. En comparant bien évidemment des choses qui ont du sens à être mises en regard. Ça permet en fait d'identifier ce sur quoi il faut se concentrer dans un premier temps dans la démarche. Donc le type benchmark, on va avoir également des vues de type cartographique. Pareil, avec l'idée c'est d'avoir un accès intuitif en fait à une information un petit peu déjà préparée pour les métiers. Donc voilà, donc une vue cartographique. Là, on a un volume de consommation qui est ramené au mètre carré en vert, donc bien, avec un autre site, un volume de consommation qui est moins important, mais qui est ramené au mètre carré, demande effectivement à ce qu'on regarde sa performance. Voilà, donc on va pouvoir avoir des analyses sur les consommations elles-mêmes, sur les consommations ramenées en coût, au travers éventuellement de vos données de contrat que vous allez pouvoir implémenter
Donc, les coûts seront automatiquement calculés depuis les consommations. Et également, vous allez pouvoir avoir des analyses sur l'aspect décarbonation, puisque les consommations vont être automatiquement converties en équivalent carbone. Donc, soit au travers de vos équivalents, enfin de vos coefficients de conversion sur des contrats particuliers, soit au travers des coefficients de conversion génériques fournis par l'ADEME. Voilà, et donc la mise sous alarme, je l'ai évoqué, donc qu'on va pouvoir aussi avoir sous forme de carte, les alarmes étant notifiées, enfin envoyées automatiquement dès qu'elles sont déclenchées, pour être analysées et que les actions correctrices soient prises et qu'ensuite les alarmes soient acquittées. On va avoir après la possibilité, donc comme je le disais, d'éditer des rapports qui eux-mêmes peuvent être automatiquement générés à une fréquence souhaitée et automatiquement envoyés à des intervenants choisis. Là, on va avoir également donc tout un volet décret tertiaire pour assurer l'ensemble des enjeux déclaratifs donc sur les consommations, y compris sur le descriptif bâtimentaire, c'est-à-dire qu'en sortie de la plateforme UbiGreen, vous avez l'apport formaté formaté opérate pour un apport direct sans ressaisie sur la plateforme opérate. Et puis vous allez avoir également, donc dans le cadre du décret tertiaire, mais donc dans le cadre plus général, donc la possibilité donc de suivre un plan d'amélioration au travers d'objectifs que vous allez pouvoir définir et de plans d'action que vous allez pouvoir établir et puis suivre dans le temps, voilà, pour piloter et voir l'avancement des consommations et donc de ces réductions de consommation qui sont donc ce qui est visé par tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai fait le plus vite possible, Charlotte. Non, mais c'était en étant très clair. Alors, je vais reprendre la main. Alors, on va faire une présentation pareil assez rapide aussi, peut-être. Au pas de course. Au pas de course. Alors, au pas de course, donc UbiGreen. Tu t'en charges ou je m'en charge? J'y vais comme tu veux. Comme tu veux. Allez, j'y vais, je suis partie sur. Alors, vas-y. Alors, UbiGreen donc, a été créé en 2012. On est sur 3 sites, donc Paris-Marseille, surtout pour la partie commerce et marketing. Et donc, le siège est à Toulouse avec l'ensemble des équipes techniques. On est aujourd'hui environ 50 collaborateurs. Bon, pour les chiffres clés, vous les voyez, plus de 150 clients, 5000 capteurs connectés, etc. On est déployé dans 20 pays, essentiellement à travers de nos clients qui sont eux-mêmes implantés à l'international. Et on fait partie depuis 2 ans maintenant du groupe Planon. Et donc, tu peux passer, Charlotte, la page. Voilà, un certain nombre de références clients qui sont diverses et variées, puisque finalement, les enjeux qu'on évoque intéressent tous les clients qui gèrent leur activité au travers de bâtiments, hein, et finalement, quelle que soit leur activité propre. Pardon. Donc, on va avoir beaucoup d'enseignes au grand patrimoine, hein, donc des banques, des mutuelles, comme disait tout à l'heure Fabrice, et autres, hein, comme la SNCF, ICAD ou le groupe ADP également. Donc, on est en train d'implémenter les 3 aéroports de Paris. Beaucoup également de références publiques à divers niveaux et d'autres. Donc, dans autres ensembles, c'est des activités un petit peu plus ou moins tertiaires, en tout cas, voilà, avec des références diverses comme les hôpitaux de Paris, les 58 hôpitaux, ou des références un peu plus industrielles. Voilà. Oui, merci Christine. Nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses. Alors, on a une première question. Quelle différence entre supervision et hypervision? Alors, je sais pas si allez, j'y vais, puis Fabrice, tu prendras je pense que tu reprendras pour la supervision. Pas de souci. Bon, donc, comme on a essayé de l'évoquer, donc effectivement, on a 2 niveaux parce que la supervision va concerner donc les sites sur lesquels va nécessiter d'être implémenté donc un VAX, hein, un système de GTB, et l'hypervision
et le niveau supérieur sur lesquels les données vont remonter pour piloter, pour récupérer les données de ces supervisions et piloter l'ensemble de la composante suivi énergétique global, quel que soit finalement l'état d'équipement sur le terrain. Donc c'est pas le même niveau. La plateforme de supervision va également avoir une interaction avec le terrain, pas la plateforme d'hypervision, qui est plutôt une plateforme d'analyse et décisionnelle. Je te laisse compléter. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la supervision, il faut la voir comme management de votre parc immobilier en termes de pilotage, de paramétrage et de compréhension très fine de vos différents sites. Donc, c'est vraiment axé terrain avec des informations qui ne sont issues que de la partie terrain, des sons, des compteurs, des systèmes techniques lorsqu'on dialogue avec, etc. Donc, c'est très terrain, c'est vraiment pour superviser vos sites, ça a bien son nom. Alors que l'hypervision va être au-dessus de tout ça, qui va utiliser les datas de la GTB, mais pas que. Elle va benchmarker ces informations avec tout autre sujet, météo, facture, pourquoi pas d'autres informations issues de vos outils de patrimoine ou marketing ou autre. L'objectif de l'hypervision, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de consolider des informations qui peuvent venir de toutes parts, de prestataires externes, etc., pour benchmarker et rendre cohérent toutes les datas. Voilà, c'est vraiment de l'hypervision, c'est du traitement de data. On a une autre question. Donc, fondamentalement, je n'ai pas compris ce qui, dans le fonctionnement technique, distingue la GTB de la GTB Lite, entre parenthèses, pas de câblage avec les équipements, solution 100% clé en main sans avoir besoin de passer par un électricien. Et quel écart de coût il peut y avoir entre une GTB et une GTB Lite? C'est une grande question. Ouais. Alors, je vais essayer d'y répondre. Alors, effectivement, la GTB Lite, le concept de GTB Lite, c'est d'utiliser du matériel qui va être très ouvert, très souple, très évolutif, alors que les GTB traditionnels sont plutôt des matériels qui sont très fermés, propriétaires, et donc qui n'ont utilité que de réaliser de la GTB dans ce site-là. Donc la GTB Lite va être beaucoup plus souple pour répondre à plusieurs besoins complètement différents. Et l'objectif également, c'est que effectivement l'installateur ait le moins de choses à faire possible sur le site. C'est-à-dire que l'automate GTB Lite, donc ce qu'on propose, va être finalement préparamétré pour que c'est bien un électricien qui va installer le matériel, mais il n'aura pas besoin de compétences d'automaticien. Voilà, c'est pas un intégrateur qui va installer, c'est plus un installateur CFO/CFA qui maîtrise l'installation d'un compteur électrique et d'une sonde de température. Et donc, ça va être beaucoup plus simple pour lui pour réaliser l'installation. Et pareil pour la communication avec les systèmes externes. Tout sera prêt en amont lorsqu'il va installer son système. C'est-à-dire qu'il n'aura plus qu'à se brancher sur le système à dialoguer et ça va fonctionner directement. Voilà. C'est vraiment la philosophie de la proposition que l'on amène. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment que l'installation soit la plus aisée possible. On a une autre question. Donc, quel est le ROI moyen d'une GTB? Alors, si on prend l'exemple d'un de nos grands clients, hein, on a cité la BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc, c'est, on va dire, entre moins d'1 an pour les sites où on installe notre système et où il n'y avait aucun automatisme, à en moyenne, on va dire, 3 ans pour les sites où il y avait déjà un peu
d'automatisme réalisé. Quand je parle de un peu d'automatisme réalisé, c'est que les éclairages s'éteignaient la nuit et le chauffage avait une vulgaire horloge d'intégrer dans ces télécommandes. Voilà, notre intelligence permet d'aller bien au-delà, évidemment, en termes d'automatisme et de remontée d'infos. Et donc, du coup, voilà, ça se situe entre 1 an et 3 ans. Mais encore une fois, lorsqu'on cherche du retour sur investissement, il faut être conscient que l'on est capable aussi de répondre à d'autres besoins plus évolués, mais plus onéreux, donc avec un retour sur investissement plus faible. Alors, qui dit plus évolué, dit peut-être plus d'économie d'énergie en termes de kilowattheure, mais vu que c'est plus onéreux, le retour sur investissement va être impacté. Comme je disais, il y a vraiment un curseur à mettre. On sait répondre vraiment sur des automatismes light, où on est certain de faire du pilotage, une grosse partie du pilotage, mais on sait gratter les quelques pourcents de plus avec d'autres automatismes plus intelligents et plus complexes à mettre en place pour répondre à ce genre de besoins également. Voilà. L'objectif, c'est d'être souple. Et puis comme justement, hein, comme tu disais, Fabrice, c'est un système qui est très évolutif. Ça peut aussi se faire par phase. Et du coup, effectivement, aller chercher des premiers ROI qui vont permettre de continuer d'investir sur effectivement donc des choses plus poussées après dans une deuxième phase. Exactement, c'est souvent fait comme ça. D'ailleurs, on installe quelque chose de assez simple, facile à mettre en œuvre avec un retour sur investissement que l'on sait très performant. Ça nous permet déjà d'économiser, de voir les économies réalisées et grâce à ces économies, de se dire que l'on peut rajouter un peu de budget pour amener de nouvelles fonctionnalités. On revient sur le cercle vertueux du début des slides où on va pouvoir mesurer, agir pour analyser les économies réalisées et se dire, ah ok, ben là, j'ai peut-être quelque chose à faire pour amener encore plus d'économies. Et on va ajouter cette nouvelle fonctionnalité pour voilà, analyser l'économie supplémentaire que l'automatisme a apporté, quoi. Voilà. Alors, on a une autre question. De quelle manière vous pouvez affirmer que votre système de GTB est ouvert et souple? Alors, la plus simple des manières, c'est que je ne sais pas si dans les slides vous l'avez vu, et je l'ai dit, on utilise du matériel industriel. Donc, pour rien vous cacher, c'est du matériel Phoenix Contact. Donc, les automates que l'on utilise, ils sont utilisés également pour construire des Audi en Allemagne. Donc, c'est pas du matériel de GTB qu'on utilise, mais bien du matériel industriel sur lequel on amène, nous, notre couche, notre projet automate pour réaliser des automatismes de smart building. Donc, en ce sens, le matériel est ouvert à toute personne qui a les compétences de développer de l'automation. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On utilise déjà du matériel tout à fait ouvert, souple, qui peut être utilisé pour des milliards d'applications. Et nous, on l'a adapté pour du smart building. Ensuite, on a la particularité, vous l'avez vu, ça prouve aussi notre souplesse et notre agilité de s'adapter à tout type d'architecture on-premise et également à du SaaS. Donc, ça prouve bien que l'on va savoir adapter les communications entre la supervision et l'automatisme en fonction du besoin. Voilà. Et donc, on sait également, vous l'avez vu, on n'a pas parlé de licence au nombre de points, au nombre voilà, limité, puisque l'on est maître de l'automatisme, de la supervision et de l'hypervision. On sait proposer des formules commerciales sans être bridé au nombre de points, parce que on est maître de notre framework, donc on peut proposer ce que l'on veut. On n'est pas des intégrateurs qui utilisent des frameworks, donc des outils déjà préconçus comme Panorama, PCU, etc. On est vraiment maître de tout. Donc voilà, ces compétences internes nous permettent également d'être plus souple et plus ouvert et plus évolutif de par la maîtrise technique.
Et par rapport à la question sur le ROI, on a une autre question. Donc, dans cette estimation de ROI, est-ce que vous prenez en compte l'installation des capteurs actionneurs? Oui, dans les 3 ans, c'était vraiment le déploiement qui était pris en compte. Donc, installation complète. Oui. On a une autre question. Quel est le niveau de maintenance requis? Eh ben, je vais être honnête. Je vais être honnête. On a beaucoup de clients sur lesquels on n'a pas de contrat de maintenance. Parce que la pérennité du matériel est tellement sûre que, effectivement, en réel, il n'y a pas besoin de contrat de maintenance. On sait en proposer pour répondre justement aux différents décrets, etc. Je sais qu'il y a des maintenances qui sont obligatoires, donc on sait les proposer. Mais techniquement, concrètement, c'est tellement pérenne qu'il n'y en a pas besoin. Tous les matériels que l'on utilise n'ont pas besoin d'une visite préventive pour tarer ou je ne sais quoi les informations qu'elles lisent. C'est aussi on fournit le matériel, donc on sait précisément ce que l'on fournit et on a un retour d'expérience accru sur l'intégralité du matériel que l'on fournit. Et donc, effectivement, ils sortent également du monde de l'industrie et donc très précis et pas besoin de maintenance périodique. On va prendre encore une dernière question. Et puis après, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, on vous fera bien sûr un retour personnalisé. De quelle classe est votre GTB? Alors, on en a parlé avec Christine 5 minutes avant le webinaire et on savait qu'on allait tomber sur cette question. Il faut savoir que c'est pas le matériel qui fait la classe, mais c'est les automatismes qui fait la classe. C'est-à-dire qu'avec le même matériel, on sait être GTB de classe A, B ou C. Ça va vraiment dépendre du besoin évoqué en termes d'automatisme. Donc, si le besoin répond à la GTB de classe A, la GTB, elle sera GTB de classe A. Si l'objectif, c'est pas forcément la GTB de classe A parce que, comme on disait, on voulait le retour sur investissement de prime abord, on sait diminuer en termes d'exigence d'automatisme et être GTB de classe B, par exemple, pour être moins onéreux, tout en faisant de l'économie d'énergie, donc répondre au décret BAC tertiaire. C'est un piège. C'est un piège. Au niveau marketing, beaucoup se disent matériel GTB de classe A, mais non, c'est pas le matériel qui est GTB de classe A, c'est l'automatisme que l'on en fait. Eh bien, très clair. Eh bien, je vais remercier du coup les participants et merci Fabrice et Christine pour votre participation également. Merci à vous. Voilà, et on va vous souhaiter à tous une très belle journée. Et puis, c'est vrai qu'on a un petit peu dépassé, mais c'est un sujet complexe et qui suscite aussi pas mal de questions. Et donc, si on n'a pas eu le temps de traiter votre question, ne vous inquiétez pas, on vous fera un retour après le webinaire. Voilà. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.